Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire was tense for the note. We're caught in the fire. Say oh, we're about to explode. Carry a word. Search for gold, some dragon to slay. Heaven we hope is just up the road. Show me the way. Alors bonjour, Yves Delem présent pour vous faire un second update concernant la comète ISON et aussi d'autres événements qui se produisent en même temps, dans la même période de temps. Actuellement, comme vous le savez tous, on a eu la mort de Nelson Mandela et beaucoup de gens de la haute sphère de la société sont en train de lui rendre hommage. Et nous allons voir que il y a des grandes chances que ce scénario-là soit coïncide finalement, ne soit pas étranger à la présence de la comète ISON. Je vous ai préparé ici un petit menu de qu'est-ce que je vais vous parler durant cette présentation-là. Nous sommes actuellement le mercredi, le 11 décembre 2013. Et voici les points que j'aimerais couvrir avec vous. Revenir sur certains aspects au niveau du cercle céréalier de Avebury, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent
c'est rien passé, c'est rien passé. Puis évidemment, certains, bon, c'est un niveau de l'information qu'ils posent la question. Certaines autres personnes, évidemment, c'est pour se moquer. Il est évident que j'avais parlé de la venue de Planet X, la Périhélie, probablement au mois de mai 2013. Et je me suis basé là-dessus sur certains éléments. Je vais vous les montrer, ces éléments-là. Puis, il est évident que je dispose d'un certain nombre de matériel pour faire des pronostics. Puis, si je vous donne un marteau et un tournevis et je vous dis de me construire un pont, vous allez peut-être le réaliser, le pont, mais vous allez voir que c'est pas tellement évident. Si j'ai les bons outils, si j'ai les bonnes informations, puis les bonnes données au départ, c'est beaucoup plus facile. Ce pronostic-là était basé de façon assez centrale sur le cercle céréalier de Avebury. Et à quelques points, il y a des parties qui sont plus mathématiques, donc dont l'interprétation est moins... Il y a moins de place à l'interprétation quand c'est plus mathématique. Mais à certains moments, on voit l'objet à l'intérieur du cercle céréalier arriver environ à la limite du cercle, pas du cercle céréalier, mais on voit l'objet dans le cercle céréalier qui arrive à la limite de notre système solaire, environ à l'orbite de Pluton. Mais est-ce que c'est, étant donné qu'il n'y a pas d'échelle, est-ce que c'est vraiment à l'orbite de Pluton, ou c'est un peu plus loin, ou un peu avant, ou à l'intérieur? Alors, j'ai dû me baser sur le moment où Pluton se retrouvait au mois de décembre 2012. J'ai pris, je pense qu'il était à un moment est proche de sa périhélie, donc la place la plus proche du Soleil. On parle de 29 unités astronomiques environ. J'ai pris ces données-là, puis ça m'a donné quand même des informations. Mais si elle est 10 à 15 unités astronomiques plus loin, ou 20 unités astronomiques plus loin, ça peut retarder l'événement d'une année à 2 ans. Donc, il y a certainement un risque d'erreur. Et là-dessus, j'ai essayé d'interpréter du mieux que je peux. Un des cordons qu'on voit du cercle céréalier, je vais vous montrer le cercle céréalier. Pour que vous voyez encore la photo. On voit ici l'objet. Et voyez-vous, on le monte à l'extérieur de l'orbite de Pluton, mais moi, je me suis basé sur la limite. Mais ça, ici, il y a un risque d'erreur qui est évidente. Puis, ici, je vous avais expliqué qu'il y aurait, parce qu'on voit les planètes au 21 décembre 2012, une éjection de masse coronale du Soleil qui atteindrait probablement la surface de la Terre. On voit ici un deuxième anneau par-dessus le premier anneau. Le premier anneau, ici, est la Terre. Ce qui s'est produit, ce que je peux vous dire, c'est 3 à 4 jours après le 21 décembre 2012, la NASA a détecté pour la première fois une décharge coronale qui devait éviter complètement la Terre et qui a dévié dans l'espace pour atteindre la Terre. Donc, cet événement-là ici peut s'être carrément produit. Ça n'a peut-être pas été aussi catastrophique que j'aurais pu l'imaginer, mais encore une fois, j'essaie d'interpréter du mieux que je peux les choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la planète montre des signes en totale augmentation, de l'augmentation sismique, volcanique, nommez-les, de mauvaise température, on les a toutes, qui sont toutes présentes, et c'est en augmentation constante. Donc, on a vraiment le modèle d'un objet qui s'approche de la Terre. Et tous les graphiques montrent que c'est une augmentation qui est exponentielle. Et si on regarde les modèles mathématiques, que ce soit l'influence gravitationnelle de deux sphères, une envers l'autre, ou si on prend les modèles mathématiques de deux sphères, dont l'influence électromagnétique entre deux sphères, eh bien, c'est inversement proportionnel à la distance qui sépare les deux sphères. Donc, si vous êtes à une distance d'1 mètre, les deux sphères vont avoir, mettons, une influence de 100%. On va donner un exemple, de 100. Okay? Si vous êtes à un demi-mètre, vous êtes 2 fois plus proche, vous n'aurez pas une influence 2 fois accrue, vous allez avoir une influence qui est 4 fois. C'est toujours au carré de la distance. Et donc, si je prends la distance qui est 2 fois plus rapprochée, je la mets au carré, on parle de 4 fois.
Si je me mets à un quart de la distance, 0,25, je la mets au carré, qu'est-ce que j'ai? J'obtiens 4 au carré, donc 4 fois 4, 16. Donc, on a 16 fois l'influence. Et donc, ce que ça nous donne, c'est une courbe exponentielle. Comme un peu... comme je vais vous la montrer ici. Oups. J'ai un peu de misère avec... avec la manière que j'ai rentré le texte. Voyez-vous ici une courbe exponentielle, c'est-à-dire que pour la même laps de temps qui sépare chacun des éléments, vous avez une augmentation, une accélération constante. C'est-à-dire que vous avez qui ne cesse pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours en progression, et vous allez atteindre éventuellement un mur. Et c'est ce fameux mur-là vers lequel on se dirige tôt ou tard. Les lois ne peuvent pas mentir parce que c'est parfait. Ça suit vraiment une courbe. Que vous regardez le nombre de tempêtes, l'augmentation de la puissance de ces tempêtes-là, l'augmentation de la puissance cinétique des tornades, ils suivent tout un modèle exactement comme celui-ci. Et je peux vous dire que quand on regarde les charges électromagnétiques entre deux sphères, la charge est égale à la première charge multipliée par la seconde charge divisée par la distance au carré. Et c'est la même chose pour les forces gravitationnelles. La force gravitationnelle est égale à la constante gravitationnelle fois la masse de la première planète ou de la première sphère multipliée par la masse de la deuxième sphère divisée par la distance au carré. Et vous obtenez toujours, en fonction de la distance, des graphiques qui suivent ce modèle-là ici. On l'a pour l'augmentation des frais de réclamation d'assurance dans le monde. Elles suivent exactement le même modèle-là. C'est normal puisque les tempêtes suivent ce modèle-là. Donc, tout s'enchaîne. Et comme je vous dis, ça correspond vraiment à l'approche d'une masse énorme qui a une influence sans cesse grandissante sur notre système solaire. Parce qu'il faut pas penser que c'est juste la Terre qui a actuellement des problèmes. Toutes les planètes du système solaire sont touchées actuellement. Et je peux vous dire qu'il y a un site, c'est Revival Renaissance. Ils ont dans une section Planetix et les influences de chacune des planètes. Ils ont fait un recensement de tous les articles des agences officielles comme la NASA. Puis si vous lisez ça, quelqu'un qui continue de penser qu'il y a une influence seulement sur notre planète, il faut vraiment, vraiment vouloir demeurer dans une grande stupidité avec aucun bon sens de logique ou quoi que ce soit. Vous pouvez ne pas croire que Planète X approche, ça c'est une chose. Mais ne pas voir que l'influence qu'on a sur Terre est une influence qui n'est pas nécessairement et uniquement propre à l'activité humaine, mais qu'elle est répandue dans tout le système solaire. Donc on parle de quelque chose à l'échelle cosmique ici et non pas à l'échelle de la Terre. OK? Donc je continue. Alors ici, je me fais dire, il n'y a rien arrivé. Non, non, il est arrivé quelque chose ici. On voit très nettement la déviation de la décharge coronale et ça s'est produit dans le même temps où on nous montre dans le cercle céréalier. J'avais cru que ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus, je dirais, catastrophique. Ça n'a pas été le cas. Mais remarquez bien, on a de plus en plus de misère avec le champ magnétique de la Terre pompe l'huile. En expression au Québec, quand on dit tu pompes l'huile, ça veut dire que tu as pas mal de misère. Tu as de la misère à suivre le rythme et on voit vraiment que le champ magnétique de la Terre faiblit et est de plus en plus attaqué. Et c'est normal, je vais vous expliquer de quelle façon que ça fonctionne. Mais grosso modo, le noyau de la Terre tourne et produit c'est un peu comme un gros moteur électrique. Vous avez un aimant central et vous avez des aimants permanents à l'extérieur. Et ces matériaux-là, tournant l'un en contresens de l'autre, va provoquer un champ électromagnétique. Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la force électromagnétique. Et c'est ça qui fait tourner l'arbre de votre moteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer... dans le noyau central, on va mettre des bobines on va mettre des enroulements de fils de cuivre et on fait passer un courant électrique à l'intérieur qui crée un champ électromagnétique.
et qui lui-même est influencé par les aimants permanents qui sont à l'extérieur. Et donc, ça nous donne une force mécanique. Mais si vous mettez une charge au bout de l'arbre de votre moteur, ce qui va se passer, c'est que votre moteur va surchauffer. Donc, le noyau de votre moteur va se mettre à surchauffer. Et c'est exactement ce qui se produit actuellement au cœur de la Terre. C'est-à-dire que le Soleil nous envoie des éjections de masse. Et donc, ça crée comme si vous voulez une restriction sur l'arbre du moteur de la Terre qui le fait surchauffer. Le faisant surchauffer, ça produit du magma à l'intérieur, de plus en plus de magma liquide. Et ce magma-là, évidemment, quand vous chauffez un matériel, il prend de l'expansion. Vous avez des pressions internes à l'intérieur de la Terre et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'activités sismiques et volcaniques. Et sans compter les courants électriques. Pourquoi pensez-vous que nous avons... Je vais vous montrer la New Madrid. L'affaire de New Madrid. Bon, on la voit ici. Je vais prendre cette carte-là. Elle passe par la pointe des Grands Lacs et va monter jusqu'en Louisiane. OK? Grosso modo. Ils ont remarqué qu'il y a énormément de tornades dans justement cette ligne-là ici. Et aussi, on a de l'activité sismique selon la ligne qu'on a ici. OK? Dont l'épicentre, si vous voulez, est la partie rouge ici. Bon. Pourquoi vous pensez qu'il y a plus de tremblements de terre ici, plus de tornades ici? Mais c'est pas compliqué, c'est que le magma est un matériel parfait pour conduire les courants électriques. Parce que le magma contient énormément, il est fortement ionisé. C'est un matériel qui, si vous voulez, la Terre sert d'isolant jusqu'à un certain point, dépendamment des fréquences. Si on se rapproche de la fréquence de Schumann, la Terre devient un conducteur. Mais en dehors de cette fréquence-là, et de certains de ces harmoniques, la Terre est quand même un assez bon isolant. Jusqu'à un certain point, là. Mais le magma, et vous êtes d'accord que si on a une faille ici, c'est comme sur votre peau, si je vous fais une écorchure, si vous faites une écorchure, ou si vous vous coupez la peau, vous avez une faiblesse sur votre peau. Et évidemment, si je vous mets un peu de sel ou un produit alcoolisé sur la plaie, ça va chauffer. Pourquoi? C'est que votre protection est défaite. Et la Terre, c'est un peu de la même manière, c'est-à-dire que les courants électriques qui se créent, ou les dipôles qui se créent entre la haute atmosphère et la surface de la Terre, eh bien, ici, on a une faiblesse et les courants électriques vont plus facilement circuler. Les courants électriques entraînent la formation de tornades très, très, très violentes et ils vont suivre énormément cette ligne-là. Il va en avoir plus parce qu'il y a une faiblesse ici. OK? Vous pouvez vérifier ce que je vous dis, vous allez trouver. Je ne peux pas tout vous donner parce que ça serait trop long pour cet update-là. Mais on a vraiment ce phénomène-là que je vous parle ici, qui se produit de cette manière-là. Donc, on continue. On va aller voir ici les moteurs électriques, justement. Photo de moteur électrique. On voit ici, je vais peut-être essayer de grossir cette image-là. Voir si c'est possible. Bon, je vais aller grossir un peu moins parce que la résolution n'est pas tellement bonne. Donc, on voit ici, bon, l'isolant. Et on voit ici ce qu'on appelle le rotor, si vous voulez, qui est relié sur un arbre d'entraînement. Et ce rotor-là, ici, est fabriqué avec l'aide de fils de cuivre. Et vous avez plusieurs passes d'enroulement de fils de cuivre dans lesquels on fait passer un courant électrique. Et à l'extérieur, vous avez les aimants permanents qu'on voit ici. OK? Et ces aimants permanents-là nous permettent à ce moment-là de créer une force électromagnétique suivant la règle de la main droite, si vous voulez, et créant un mouvement de rotation. Et si vous appliquez ici une restriction sur l'arbre pendant qu'il tourne, donc vous faites forcer le moteur, celui-ci va se mettre à surchauffer. Et plus vous mettez de la restriction ici, plus il va surchauffer. Et puis c'est vraiment la surcharge qu'actuellement la Terre
si vous voulez, subi de la même façon que ça. Vraiment un parallèle intéressant ici. On voit ici un schéma. Voyez-vous les aimants permanents, nord-sud. Et vous avez ici un enroulement de fil. Évidemment, il y en a une, c'est un schéma. Mais vous en avez plusieurs dans des moteurs. Plus il y en a, plus vous allez avoir une force électromagnétique importante. Évidemment, l'élément permanent à l'extérieur est important aussi. Alors, vous connectez ça sur une source d'énergie et vous obtenez une force, un moment de force ici sur l'arbre. Donc, comme je vous dis, si vous avez déjà utilisé des moteurs électriques, tout le monde, et vous savez, si votre moteur électrique force, vous mettez une charge trop importante, il va se mettre à surchauffer. Et qu'est-ce qui se produit avec si vous prenez un noyau de fer, une sphère, OK? Et pour la rendre en aimant permanent, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe cette sphère en acier-là. On va prendre un matériel qui est très conducteur normalement, comme l'acier. On va le chauffer. Cette sphère-là, on la chauffe. Et puis, après ça, on la soumet dans une chambre où il y a un champ électromagnétique artificiel extrêmement important. Et on la fait refroidir. Et en faisant refroidir, elle devient une aimant permanente. Le problème, c'est que si vous voulez la démagnétiser, cette sphère-là, vous faites le même processus, c'est-à-dire que vous la mettez dans un four et vous la faites chauffer. Et lorsque vous la faites chauffer, elle perd de son magnétisme. C'est assez intéressant parce que le noyau de la Terre, je viens de vous dire, surchauffe. Et en chauffant, il perd de son magnétisme. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Je vais vous montrer d'autres images tout à l'heure pour vous expliquer un peu plus en détail comment travaille le champ magnétique de la Terre pour nous protéger des rayons cosmiques et aussi des rayons du Soleil. Il y a certains rayons cosmiques qui vont passer, mais la plupart sont bloqués par le Soleil lui-même. Et le Soleil lui-même crée justement un genre de champ, comme la Terre, si vous voulez, un champ de protection contre les plus gros rayons cosmiques, les rayons gamma qui viennent du lointain espace. Donc, l'environnement de la Terre est protégé par le Soleil lui-même, et la Terre protège par certains rayons cosmiques qui peuvent passer, et aussi contre les rayons émis par le Soleil. Grosso modo, là, je vous explique ça rapidement. Donc ici, on a le cercle céréalier. On va revenir ici à les choses que je vais vous parler. Ceci étant dit, pour le cercle céréalier, comme je vous ai dit, c'est basé sur des pronostics puis des données que j'avais. Certaines sont plus précises que d'autres, et d'autres j'ai dû évaluer selon le meilleur de mes connaissances. Et j'ai certains éléments, par contre, ressortent, et je me suis pas juste trompé à tous les points de vue. Moi, je crois que Planète X, actuellement, nous sommes environ à, je dirais, environ 1 année et demie de sa périhélie. Entre 1 année et demie et 2 ans même, je dirais. Mais ça ne devrait pas dépasser cette date-là. La raison pour laquelle vous allez me dire, ah, il change de date, ben en fait, c'est de la nouvelle information qui me sont parvenues et ce qui semble assez précis sur le moment où on peut voir arriver l'objet. Je vais vous montrer certains versets. Bon. On va aller ici dans l'Apocalypse. On va aller au chapitre 6, l'ouverture des sceaux. On va aller voir le 6e sceau. Ok, là, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Donc, on a le soleil qui devient noir, un éclipse, et on a la lune qui devient comme du sang. OK, celle-ci est intéressante. OK. On a, si on regarde en 2015, à la fête des trompettes, un éclipse dont le soleil devient noir
et on a une lune rouge, suivie d'une lune rouge. On a le même phénomène au mois de mars et avril, et on a le même phénomène un peu plus tard dans l'année 2015, toujours dans l'année 2015. Moi, je crois que ces événements-là ici font partie, je pense vraiment, du 6e saut. Et c'est quelque chose à l'époque, lorsque j'ai fait le cercle céréalier que je n'avais pas vu. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on fait de l'eschatologie, puis à un moment donné, on cherche, puis il y a des choses qui pourtant on connaît, mais on ne fait pas la relation. Mais les fameuses tétrades, dans le passé, si on regarde dans l'histoire d'Israël, ont toujours précédé des événements, en fait, n'ont pas précédé, mais sont survenus après des événements importants qui concernent Israël. Alors, ces tétrades, ou ces 4 séries de lunes rouges-là, se sont toujours produites après un événement important pour Israël. Je pense qu'il y a eu la guerre des 6 jours qui a été touchée par ces tétrades-là. Puis on a aussi la fondation d'Israël. Là, je vous dis ça vraiment de par cœur, mais vous pouvez vérifier, vous allez trouver les informations assez facilement. Mais ça concerne toujours des événements majeurs dans l'histoire d'Israël. Donc, ici, je vous attire votre attention. On nous dit que les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Alors, suite à ce signe-là, on a ça ici. On voit ici que c'est vraiment astronomique. Les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme lorsqu'on secoue un figuier. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose d'astronomique, de majeur ici. Et c'est ici qui est le plus intéressant. Au verset 14, on nous dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Bien, pour que cela se produise, il faut la proximité d'un astre. Il faut qu'il y ait quelque chose de majeur proche de nous. Alors, selon moi, lorsque le soleil va devenir noir, suivi d'une lune rouge, comme on nous explique au verset 12, eh bien, il faut, à ce moment-là, c'est-à-dire que ça va être suivi de ces éléments-là ici, que le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Et ça, ce qu'on nous décrit ici, c'est un renversement des pôles physiques, et non pas magnétiques, mais physiques. L'un, par la science moderne, on nous dit que l'un est souvent précédé par l'autre. C'est-à-dire qu'on parle des changements des pôles magnétiques en premier, suivi toujours d'un changement physique. Pourtant, si on regarde, il n'y a pas nécessairement de relation a priori entre un changement de pôle magnétique puis le changement des pôles physiques. Mais pour qu'ils se suivent, ils se succèdent l'un à l'autre, et on parle toujours du magnétique avant le physique, ça veut dire qu'il y a un pattern, il y a quelque chose qui revient. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque ça pour que ça arrive toujours dans cet ordre-là. Donc, ça doit être une source extérieure. Ça ne peut pas se faire de par l'intérieur. Parce que je vais vous expliquer aussi comment il est possible que la Terre change son axe physique à ce point-là pour que les gens voient le ciel puis les étoiles complètement changer de position. Écoutez, ça prend quelque chose d'énorme. Et en science, c'est pratiquement impossible, sauf si on a vraiment quelque chose de majeur qui le produit. Dans Isaïe 24 ou dans Isaïe 28, on nous dit que la terre tremble comme une vieille cabane et qu'elle chancelle sur son axe. Ça nous dit qu'elle chancelle et qu'elle tremble comme une vieille cabane. Ça confirme l'ouverture du 6e sceau. Et en passant, l'ouverture du 6e sceau, ici, eh bien, on nous parle si vous voulez, du cheval qui le suit. Et ce cheval-là, c'est le 4e cheval. Et le 4e cheval est le cheval vert. Et ce cheval-là, il est monté. C'est un cheval qui est astronomique et monté par quelque chose d'astronomique. C'est le seul cheval qui est complètement astronomique. Donc,
ça va nous amener de la pestilence, de la famine. Il est évident que lorsque on va avoir ces renversements de pôle magnétiques-là, ça va influencer la vitesse à laquelle les légumes poussent. Il va y avoir on a des courants qu'on appelle les courants telluriques. C'est des courants très très faibles qui passent dans la terre. Vous pouvez vous faire une petite batterie en rentrant simplement des conducteurs dans la terre. Vous allez obtenir certains courants. Ces courants-là circulent. Des courants très 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 faibles, mais ils sont présents et ces courants-là sont très 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 importants pour l'équilibre, si vous voulez, de la nature et des choses telles qu'on les connaît ou telles qu'on les a connues. Et lorsque ces courants-là vont être grandement changés, eh bien vous allez avoir des créatures qui pourront plus supporter la force des courants dans la terre, qui vont sortir. On va avoir justement des problèmes avec des insectes qu'on n'a peut-être jamais vus ou des insectes gros qui vont sortir en masse, complètement désorientés et paniqués. Et ça va être... on va voir des choses qu'on n'aura jamais vues. Et espérons l'enlèvement avant tout l'avènement de ces choses-là. Moi, je crois que Planète X va se produire durant la première moitié des tribulations. Donc, moi, je crois à l'enlèvement avant les tribulations. Et ça, là-dessus, je veux dire, j'ai fini d'argumenter. Des gens m'envoient tout le temps des informations à l'effet que c'est pas vrai, mais j'ai vu toutes les informations, je les ai toutes lues. Elles sont toutes bourrées d'erreurs majeures, de premier ordre. Ça ne tient pas compte du contexte biblique, ça ne tient pas compte de la règle de l'auditoire, ça ne tient compte d'aucune de ces règles-là, qui sont les règles 101. Si vous voulez lire n'importe quel livre, que ce soit la Bible ou un livre historique, si je vous dis Adolf Hitler est en train de tuer les Juifs, vous lisez ça dans un livre, et là vous sortez en panique, puis là vous allez dire, écoutez, Adolf Hitler est en train de tuer les Juifs. Ah oui, mais attends un peu, le contexte historique, ça s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, ça fait plusieurs années que c'est arrivé. Non, 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 c'est écrit dans le livre, il tue le Juif. Il l'écrit au présent. Oui, oui, mais c'est historique. Mets-toi dans le contexte, c'est raconté historiquement. La Bible, c'est la même chose. Pourtant, la Bible, je ne comprends pas pourquoi, c'est un des seuls livres où les gens, tout à coup, oublient toutes ces règles d'or-là. On ne tient plus compte, la plupart des gens ne tiennent pas compte des règles de l'histoire ou des règles historiques. Et évidemment, ben là, on dit, ben, regarde, c'est écrit, les saints vont être massacrés, là, durant les tribulations. Oui, il y a une définition, on les appelle les saints des tribulations. Les saints des tribulations ne sont pas les saints ou l'Église. L'Église a vraiment un statut spécial, vraiment à part, complètement à part. Il y a des versets qui consistent seulement à l'Église. L'Église est retirée, c'est écrit, c'est crié, c'est noir sur blanc, c'est très 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 clair que l'enlèvement est avant les tribulations. Mais il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas si c'est par une peur, ils ont tellement peur que ce ne soit pas vrai, ils ne veulent pas se faire de fausses illusions. Et la fausse illusion, de toute façon, on est tous pris dans le même bateau et je peux vous dire qu'on subit actuellement le même stress des événements. Puis, de toute manière, si on a encore 6 mois à faire, 1 an à faire sur Terre, on n'aura pas le choix, on va être obligé de les faire. Et moi, je crois qu'on est vraiment, vraiment très, très, très proche de cet événement-là qui s'appelle l'enlèvement. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles actuellement qui nous parviennent du Moyen-Orient concernant le processus de paix, où il est clair que Kerry a vraiment mentionné qu'ils sont proches d'une entente et qu'ils vont peut-être avoir besoin d'un peu plus que les 9 mois qu'il avait mentionné, mais que la paix est imminente. Évidemment, vous allez voir que ces gens-là, ils ont décidé de la faire, la paix, et c'est prophétique qu'ils vont la réussir. La Bible nous dit qu'ils vont la réussir. Et ils ont toutes sortes de moyens pour forcer Israël à la faire. Pour ceux qui croient qu'Israël ne fera pas la paix, bien, vous pouvez relire la Bible et vous dire que la Bible a raison parce que ça va se produire. Et moi, il y a toutes sortes de scénarios ici possibles. Il est possible que une bonne guerre avec la Syrie, n'importe quand, on parle ici que c'est vraiment un grand baril de poudre. Il s'agit de mettre une petite étincelle et tout explose. Et la journée qu'Israël est obligé d'intervenir en Syrie ou dans la ville de Damas, ou peu importe, eh bien, je peux vous dire que la réplique sur Israël va être énorme. L'Iran ne restera pas les bras croisés et les autres pays alentours, on parle de 80 000 missiles et plus
braquer sur Israël, je peux vous dire qu'ils ne pourront pas intercepter tous ces missiles-là. Il va y avoir des morts et la Bible nous parle de morts subites en Israël. Et ça, cette guerre-là pourrait forcer une guerre, pas une guerre, mais une signature de paix très, très, très rapide. Parce qu'Israël va vraiment être dans l'embarras. Et aussi, il peut y avoir une paix qui se fasse et une attaque suivie par après. Ça, je ne peux pas vous répondre exactement dans quel ordre, mais c'est dépendamment du scénario. S'ils veulent mettre de la pression, ils vont le faire. Vous avez vu Obama essayer de partir le bal en allant en Syrie au mois de septembre et octobre. Ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait l'entente de Genève avec l'Iran. Et tout ce que ça fait actuellement, c'est que ça fait gagner du temps et les autres, ils continuent avec leur programme nucléaire. Et Israël est de plus en plus isolé et au pied du mur. Alors, le temps, l'horloge à l'avance, ça recule pas. On n'est plus à 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans d'une entente. Si ça va se produire là. C'est dans les temps dans lesquels on vit. Alors, de la patience pour ceux qui ont hâte que ces événements-là se décollent. Et je me fais souvent dire, en passant par des non-croyants, vous n'êtes pas fous, vous les chrétiens, d'avoir hâte que ces éléments-là décollent. Eh bien, je vais vous expliquer le contexte. Si on prend pour acquis que Dieu existe et qu'il va venir nous chercher, alors on sait que de toute façon, la parole de Dieu va s'exercer et que la fin des temps, et non pas la fin du monde, il y a une différence entre la fin du monde et la fin des temps, les derniers jours, si vous voulez, avant le retour de Jésus-Christ sur terre, en chair et en os, pour régner pour 1000 ans. Donc, on parle de 7 années dans lesquelles il va y avoir de très grandes tribulations. Et je peux vous dire que la majorité de la population va être détruite sur la terre. Et la majorité de la nature de la terre va être détruite. Et des êtres vivants qui y vivent. Alors donc, on est vraiment proche des événements et je peux vous dire qu'ils ont fait gagner du temps actuellement avec cette entente de Genève-là. Elle est signée, elle n'est pas signée. Pendant ce temps-là, les États-Unis et Barack Obama mettent Israël dans l'attente absolue. Parce que, voyez-vous, Israël est en train d'attaquer l'Iran, le programme, particulièrement le programme nucléaire de l'Iran, militairement, pour essayer de sauver la situation, alors qu'ils sont en train de négocier une pseudo-entente avec l'Iran. C'est pareil comme si vous avez deux personnes qui négocient, vous avez un intermédiaire, un arbitre qu'on appelle, et l'arbitre s'occupe de vérifier est-ce qu'un n'exagère pas, il n'essaie pas d'exploiter l'autre. Vous avez ces deux personnes-là, et tout à coup, l'arbitre commence à négocier avec le voleur, celui qui est le plus agressif entre les deux. Et vous êtes là, puis vous savez que le gars, il a l'intention de vous assassiner. Il fait juste donner n'importe quoi, il gagne du temps. Mais aussitôt que vous allez avoir le dos tourné, qu'il n'y aura pas de témoin, votre heure est venue. Et vous savez que l'arbitre, finalement, se fait embobiner un peu ou a un plan de gagner du temps. Mais vous avez des gens, le jury, qui regarde toute la scène. Et là, devant tout le jury, vous décidez de poignarder cet homme-là, parce que vous dites, de toute façon, il va m'attaquer, pendant qu'il y a une négociation en présence d'un arbitre organisé. De quoi vous avez l'air? Évidemment, le jury va tout vous condamner, vous êtes foutus. Et Israël est vraiment mis dans une situation, je vous dis, c'est épouvantable. Et la Bible nous dit-elle que l'Éternel n'est pas derrière cette situation-là? Eh bien oui, parce que actuellement, les 2 tiers des Juifs vont être tués dans les tribulations. Et la plupart, ce sont des Juifs qui sont de la synagogue de Satan, ou des Juifs qui sont de faux Juifs, qui se font passer pour des Juifs, pour amener la haine sur le peuple juif. Et le vrai peuple juif n'est pas le peuple qui contrôle nécessairement la politique d'Israël. OK? Et d'ailleurs, vous avez la pyramide des Illuminati à la Cour suprême à Jérusalem. Et en passant, la valeur numérique de la pyramide des Illuminati, on la voit sur le dollar américain, c'est 666
ou 666. Et quand on parle des 2 tiers, on parle de 6, on parle de 0,666. Et c'est pour ça que c'est tellement extraordinaire que la Bible nous parle qu'il y a une pierre d'achoppement dans le milieu de la ville de Jérusalem et que cette pierre d'achoppement-là va devenir la plaie d'Israël et de la ville de Jérusalem. Et la pierre d'achoppement, eh bien, la pierre des Illuminati, c'est justement cette pyramide des Illuminati-là, cette pierre angulaire-là, si vous voulez. Et ils l'ont mis, pourquoi ils ont pris le symbole d'une pierre angulaire ou d'une pyramide? Eh bien, c'est parce que c'est Jésus qui se fait nommer la pierre angulaire dans la Bible. C'est une copie. Et évidemment, ce n'est pas le bon Jésus, ce n'est pas le bon sauveur sur lequel la fondation de la politique israélienne est mise actuellement. Et c'est pour ça que numériquement, les 2 tiers des Juifs vont tomber. Donc, je pense que le Seigneur est d'accord que ce qui se passe en Jérusalem ou à Israël actuellement est loin d'être correct. Il va juger Israël comme il va juger le reste des peuples. Mais il est très précis dans le jugement sur son peuple en Israël pour qu'on voit l'exemple aussi que Dieu est un Dieu de justice et aussi un Dieu de bonté. Vous allez me dire, oui, mais ton Dieu n'est pas bon parce qu'il permet la mort de plein de monde, blablabla. Mais écoutez, si vous êtes père de famille, puis que vous voyez vos 2 enfants, vous voyez votre petite fille de 6 ans se faire agresser sexuellement par un monstre, un homme qui n'a aucune retenue dans les mœurs, il attaque votre petite fille. Et vous savez que bientôt, puis là je m'excuse d'être cru, mais il faut expliquer les vraies affaires pour que les gens comprennent que oui, Dieu est un Dieu de bonté. OK? Ben, vous voyez, cet homme-là, il s'apprête à pénétrer le corps de votre petite fille qui a 5-6 ans. Vous êtes un père de famille. Vous êtes considéré à l'ouvrage comme une bonne personne, une personne douce, une personne non violente. Et tout à coup, vous avez un bat de baseball pas loin de vous, puis vous voulez arrêter la scène. Il est possible que vous preniez le bat de baseball et que vous donniez, vous assommiez la personne qui est en train de faire ça dans une rage, dans une panique. Nommez-la comme vous voulez, parce que c'est un... Je vous mets ça à l'extrême, mais ces choses-là arrivent dans le monde. Et donc, est-ce que vous allez être traité d'une personne sans amour? Est-ce que pour être une personne avec amour, il faut laisser cette chose-là, dire, ben non, je peux pas être violent, je vais le laisser faire, il faut que je lui pardonne et je vais aimer cet homme-là et vous laisser faire l'acte. Pardonner et laisser faire une chose, ce sont 2 choses différentes. Vous pouvez pardonner à l'agresseur de votre fille, mais si vous êtes là, vous devez d'agir. Si vous avez de l'amour pour votre fille, ou si c'est pas votre fille, c'est un autre enfant, vous allez dire, oh, ben, c'est pas mon enfant, je m'en mêle pas. Vous avez trouvé ça correct, vous? Vous trouvez ça bien? Alors, Dieu a laissé un libre arbitre pour un certain temps. Il a donné sa parole, il s'est expliqué, il s'est manifesté en chair et en os dans la personne de Jésus. Il a laissé sa parole est parfaite, sa parole s'accomplit. Là, vous voulez quoi de plus? Eh bien, la prophétie va s'accomplir. Justement, vous voulez choisir un camp, c'est le temps, c'est maintenant le temps, vous êtes dans les derniers moments pour choisir votre camp. Si vous dites que Dieu est un Dieu méchant, ben, vous voulez quoi? Qu'il laisse faire ces choses-là éternellement? Il va intervenir. Il faut absolument qu'il intervienne, puis la Bible nous dit qu'il va intervenir. De la même façon que vous ne laisseriez pas une abomination comme je viens de vous décrire se faire. OK? Alors, on retourne ici à l'information. Je vais vous montrer que j'ai fait une vidéo. Celle-ci, ici, au 17 juin, dans les capsules eschatologiques. Le 17 juin 2011, la numéro 5.